Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints effectivement dans un début d'année bouleversant à Paris qui nous a tous touchés. Parce que finalement, les problèmes qu'on a eus ne sont pas très loin non plus des problèmes d'écologie généraux. Vous verrez ces analogies entre de l'écologie classique et puis les conditions de vie de l'humain sur cette planète. Alors ce soir, je voulais vous parler effectivement du thème que l'on m'avait donné, c'était de discuter sur les questions de relation entre la biodiversité et le climat. Alors je ne vais pas rester que marin, je donnerai quelques éléments aussi sur les continents, parce qu'on a des exemples assez fantastiques sur la forêt tropicale en particulier. Et mon discours finalement va être de revenir à deux points essentiels. Cette biodiversité, elle a toujours été confrontée à des changements. Je dirais même que la Terre adore les changements finalement. Depuis le début, depuis qu'elle existe, les grandes dates, c'est 4,6 milliards d'années, la Terre se forme. Et puis, je vous ai amené une image ici d'un élément extraordinaire. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça ne marche plus. Voilà, je vais revenir en arrière. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, je vous ramène à ceci. C'est mon seul élément de géodiversité sur lequel je vais commencer. En fait, au muséum, nous avons 70 millions d'objets que nous montrons à tous nos visiteurs. Et parmi ces objets, il y en a un qui est vraiment moche. Chaque fois, je dis, c'est vraiment pas beau ce truc. C'est noir, ça ressemble à rien du tout. C'est gros comme ça. Mais quand on raconte l'histoire de cet objet, on en pleure. Ce caillou, il tombe dans un champ, venu du ciel. On est en 1864, dans le Gers. Une couleur tombée du ciel, comme diraient les paysans. J'ai beaucoup aimé ce terme-là. Et puis il la ramasse, parce que puis il la met dans une caisse à oignons. Elle va rester 60 ans dans une caisse à oignons dans le jardin. Et puis il y a une dizaine d'années, il y a un randonneur qui passe par là, qui dit, tu sais, ce caillou que tu as là dans ta caisse, c'est pas n'importe quoi, c'est une météorite. Ah, il dit oui, effectivement, le grand-père l'avait ramassée. Bah, tu me la donnes? Ben oui. Donc elle arrive dans un laboratoire. Vous verrez, les probabilités pour qu'on arrive à ça, c'est quand même pas mal. Alors, elle arrive à Nantes, puis là on se rend compte qu'il faut des moyens beaucoup plus sophistiqués. Elle arrive à Paris, rue Buffon, où nous avons des plus puissants systèmes d'analyse en France, qui s'appellent des nanosondes. Et là, on va l'analyser en faisant une petite coupe, un petit fragment de ce caillou. Et la date donnée par les isotopes du chrome, c'est 4,6 milliards d'années, 4600 millions d'années. Nous avons dans la main ici un objet contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre, avant que la Lune ne sorte. Alors vous voyez comment on raconte une histoire à partir d'un objet. Probabilité, on sait maintenant que ce caillou n'est jamais sorti du système solaire. Pendant 4 milliards et demi d'années, il s'est baladé dans le système solaire pour tomber dans un champ, on le remarque, on le ramasse, et il arrive à un musée qui a les moyens d'expérimentation, et on le date. C'est ça la belle histoire de la météorite d'Orgueil. Donc souvent on me demande c'est quoi la biodiversité? En fait, ce n'est pas la nature. Hein. Souvent, avec Nicolas Hulot, on avait des discussions très longues à une époque là-dessus. La nature est là depuis que la Terre existe. Il y avait du vent, il y avait des marées, il y avait un océan formé, peut-être à partir d'eau extraterrestre, pense-t-on d'ailleurs. Et puis, la biodiversité commence le jour où, dans l'océan ancestral, on est à peu près à 3,9 milliards d'années, un peu moins de 4 milliards d'années, une première cellule, issue d'une chimie antérieure, se clone. C'est quoi un clonage? On en parle souvent. C'est la division d'une cellule en deux qui donne deux cellules filles exactement copies de la maman. Et là commence l'histoire de la biodiversité. Donc vous voyez que pendant 700 millions d'années, il y a une nature sur la Terre sans biodiversité. Donc je dirais souvent que moi, ma meilleure définition que j'avais trouvée en 2008, c'est que la biodiversité, simplement, c'est la fraction vivante de la nature. Dans cette nature qui nous entoure, il y a des éléments minéraux et des éléments vivants. Et vous verrez que la limite entre le minéral et le vivant est très ténue. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça en ce moment. Et c'est vrai que, regardez, si je tiens debout, et vous aussi, c'est parce qu'on a fait des os. Hein. Et ces os, ils ont été faits grâce à de la biocalcification, comme le fait le corail. Une étrange chimie entre du minéral et du vivant. Une coquille du coquillage, le squelette du corail qu'on évoquait. Donc, aujourd'hui, on arrive à peu près à 5000 espèces de minéraux sur la Terre. Je regardais récemment, on a 4983 espèces de minéraux connus. Les 2/3 n'existeraient pas sans le vivant. C'est lié à des bactéries, c'est lié à des interactions entre ce monde minéral et ce monde vivant. Donc c'est vrai qu'à partir de cette géodiversité, le vivant se développe dans l'océan que j'évoquais tout à l'heure. Et cette biodiversité, c'est un peu le titre de ma leçon au Collège de France, il y a un an, c'était « Biodiversité de l'océan à la cité ». Et cette biodiversité, elle passe effectivement de l'océan à la forêt et ensuite à la cité. Les humains vivent aujourd'hui dans des cités. En 2007, je racontais ça à mes étudiants, octobre 2007,
la nature change puisque l'humain, pour la première fois dans son histoire, est plus citadin que rural. En octobre 2007, on bascule à plus de gens dans les villes que dans les campagnes, et ça galope en ce moment. Et en 2020, on aura plus des 2 tiers des habitants dans des villes. Et ça, il faut le tenir en considération, bien sûr. Alors, l'océan, je vous ai mis ici les écosystèmes les plus riches connus. Le corail en mer, on est ici au sud de la Nouvelle-Calédonie, peut-être 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré d'écosystèmes coralliens. Le triangle d'or, il va des Philippines à la Nouvelle-Calédonie et aux Fidji. Et là, on a une grande partie du nombre d'espèces dans l'océan. Et sur les continents, c'est la forêt. C'est la forêt tropicale, la rainforest, la forêt humide, avec 3 grands gisements au monde, le bassin du Congo en Afrique, l'Amazonie en Amérique du Sud, et en Asie, les 2 grandes îles que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Bornéo. Donc tout ça, là, vous avez effectivement beaucoup plus d'espèces qu'ailleurs. Alors déjà, dès le départ, il ne faudrait pas toujours associer la biodiversité, c'est surtout pas un catalogue. Je me bats beaucoup, c'est une idée qui est reçue. On monte des belles espèces, on fait un inventaire, un catalogue, je compte des papillons, des champignons, des moisissures, des bactéries. C'est beaucoup plus que ça. Et la meilleure définition que j'ai pu trouver, en dehors de la fraction vivante de la nature, c'est simplement l'ensemble de toutes les relations que les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. C'est ça la biodiversité. Vous allez voir, ça va changer un petit peu l'image que vous pouvez en avoir. Alors, cette biodiversité, elle est au sein des grands débats environnementaux aujourd'hui, qui sont bien sûr l'énergie. La France vit en ce moment, au Parlement, on vote une loi sur la transition énergétique. L'eau, qui est un problème fondamental. On ferait une conférence une autre fois. Et on a fait un livre avec des collègues japonais en 2011 qui s'appelle « L'eau, la molécule oubliée ». C'est un des plus grands crimes actuels de l'humanité. On oublie que nous sommes faits d'eau. Si la vie est sur la Terre, c'est parce que l'eau s'y trouve sous forme liquide. La Terre a la chance d'avoir de l'eau sous forme de glace, ça c'est banal dans l'univers, la glace solide, de l'eau gazeuse, ça c'est fréquent, c'est gazeuse dans le sens de la vapeur d'eau, et l'eau liquide. Toutes les cellules vivantes, toutes, sont faites d'eau liquide, et ça on l'oublie beaucoup trop. Et c'est vital pour l'humain. Je travaille avec des collègues qui sont à Neurospin à Saclay, sur des maladies comme Alzheimer par exemple, ou Parkinson, et on voit que ces maladies neurodégénératives sont beaucoup liées à des mouvements de l'eau dans la cellule et hors de la cellule. Cette eau est vitale. Nous ne pouvons pas nous en passer. La biodiversité, on va en parler. Le climat, on va en parler ce soir aussi. Les pollutions. Et les questions qui sont pour nous extrêmement importantes sont toutes les relations sociales avec ces questions que j'ai ici appelées interaction de l'humain avec la nature. Et je rebondis sur un papier publié il y a juste 2 ans. On était le 9 janvier 2013 dans la revue Royal Society en Angleterre. Le couple Ehrlich, Paul et Anne Ehrlich, sortent à leur habitude, un article très fort. On va le discuter avec Stéphane Foucard dans Le Monde, d'ailleurs, quelques semaines après. Cette semaine, d'ailleurs, on reprend un article qui vient de sortir là, qui sortira dans Science après-demain, sur les mêmes questions un peu reprises, sur est-ce qu'on peut éviter une chute de nos civilisations? Voilà la question qui est posée. Peut-on éviter un collapse? On rappelle le livre de Jared Diamond en 2006, qui s'appelle Effondrement en français, où il suggère déjà des hypothèses, des pistes pour les sociétés, pour se tirer beaucoup mieux du mauvais pas dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Donc, en rebondissant là-dessus, le seul endroit sur la Terre où il n'y a pas de vie, ce sont les laves de volcans. Voilà, là c'est clair. Il y a de la vie partout, sauf dans les laves de volcans. C'est beaucoup trop chaud, parce que l'eau est vaporisée, vous imaginez à cette température particulière. Mais partout, la vie existe, sous forme de bactéries essentiellement, sous forme également de puits de cellules dans l'océan, les coccolithophoridés, qui font les falaises de craie, par exemple. Et je vous ai mis une image ici qui, lorsque je l'ai faite, m'a totalement bouleversé. Nous sommes à Madagascar. C'est fait ça à l'été 2013. Et on est sur une petite île qui, depuis 40 ans, est une réserve du muséum. C'est à Majaonga, dans le nord-ouest de Madagascar. C'est une réserve pour les lémuriens. On se bat pour sauver les lémuriens. On connaît à peu près 110 espèces, tous à Madagascar. C'est un patrimoine mondial, les lémuriens. Et là, on a sur cette île, au sein d'une réserve un peu plus grande, un groupe de lémuriens. Et on y va régulièrement depuis 40 ans. Et ce matin-là, on débarque sur l'île, et au grand étonnement de mes collègues qui gèrent la réserve, il y a des gens dessus. Il y a une population, il y avait cette jeune femme, je vais discuter avec elle, quelques hommes, quelques enfants, quelques femmes. Alors je vais aller la voir, on va discuter. Et là, vous allez voir la confrontation entre les questions écologiques et l'humain aujourd'hui. Je vais être bouleversé. Plus je parle avec elle, plus je l'aime. Et plus je l'aime, moins j'ai envie de la jeter. Elle me raconte son histoire. Elle a fait 800 km à pied avec sa famille.
non pas de voiture, hein, elle arrive du sud de Tuléar, là où il ne pleut plus. On va arriver au dérèglement climatique. On a coupé tous les arbres, je vous montrerai des images tout à l'heure, il n'y a plus d'arbres, il ne pleut plus, on n'a plus rien à manger, on s'en va à pied avec la famille. Et on marche, on marche, on marche, jusqu'à trouver un endroit où personne ne rouspète, on n'est pas sur un terrain, il n'y a pas d'humains. Les Lémuriens ont rien dit quand ils se sont installés sur leur île. Ils se sont installés. Je ne peux pas les garder. Si je les garde, demain mon île va être envahie. Et que vont devenir mes Lémuriens? Et la mort dans l'âme, c'était très dur cette nuit de prendre la décision. On a prévenu la police à côté et l'armée, et ils sont partis. Je ne sais pas où ils sont allés. Vous voyez que si on ne prend pas en compte, si on ne considère pas ces questions de diversité biologique et de climat qui se dérèglent, on va au-devant de très graves problèmes sociaux. Chaque fois qu'on touche à l'environnement, on a un impact social. Et ça, pour le monde politique, c'est extrêmement important à prendre en compte. Alors, quelques exemples sur la biodiversité. Je vais prendre les 3 écosystèmes que je préfère. Bien sûr, en marin, en plus on est ici, dans l'Institut océanographique, une goutte d'eau de mer à Banyuls. C'est la même à Monaco. Hein. Une goutte d'eau de mer. Ici, avec des moyens puissants d'imagerie, on va allumer, comme on dit dans notre jargon, des protozoaires, des amibes ici, d'autres protozoaires, des millions de bactéries et des milliards de virus dans une goutte d'eau de mer. Voilà la biodiversité de l'océan. Avant de prendre les baleines ou les poissons, on a là une diversité extraordinaire de micro-organismes. Et ça, vous allez bien voir que la vraie diversité sur la planète, bien avant tout ce qu'on appelait emblématique, tout à l'heure on a parlé des tortues par exemple, hein, c'est sympa les tortues. N'empêche que la vraie diversité en biomasse, en abondance, ce sont les micro-organismes. Et j'ai souvent, en fait, pour baisser un peu le caquet à l'humain, un corps humain, alors moi je ne suis pas extraterrestre, je suis comme vous, hein, c'est au moins 1000 fois plus de bactéries sur moi et dans moi que de cellules humaines. Chaque corps humain est une ode à la diversité biologique. Et ça, on l'oublie. Je ferai une conférence un jour sur les relations entre le dérèglement climatique et la santé publique en France. On rend un rapport à Madame Royal la semaine prochaine là-dessus, avec mes collègues médecins. Ce dérèglement climatique, associé à des pertes de diversité biologique, a entraîné l'apparition d'à peu près 300 maladies nouvelles chez l'humain depuis 1940. Une grande partie liée à des modifications de nos bactéries sur la peau et à l'intérieur de notre organisme. Le diabète, on en parle souvent, l'obésité, les maladies allergiques, les maladies auto-immunes, tout ceci est fortement lié à des variations des bactéries sur et dans un corps humain. Donc, une goutte d'eau de mer, c'est toute une grande diversité remarquée ici sur ces images. Deuxième milieu, j'adore un fragment de sol. Je prends un petit peu de sol. On peut le prendre ici dans la cour hein, de l'Institut, ici à Paris. Il reste encore un peu d'herbe par endroit. On va gratouiller cette herbe. Et voilà ce qu'on allume en diversité biologique. 3,5 tonnes de champignons à l'hectare. 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare. Puis plein de petits organismes. Je vous ai mis ici des acariens. Ici des colamboles, typiques des sols. Un petit, ça c'est un de mes chouchous, c'est un tardigrade. Ce petit nounours à 8 pattes. Et bien sûr, on pense aux nématodes et aux vers de terre, bien entendu. Donc vous avez un fragment de sol avec une extraordinaire diversité biologique. Dans l'océan, 13% des espèces, dans ce qu'on connaît, on connaît un peu plus de 2 millions d'espèces sur la Terre aujourd'hui. 13%, environ 250 000, viennent de l'océan. Donc l'océan, malgré son immensité, n'abrite que, dans les connaissances actuelles, 13% des espèces connues. Les sols, 23%. Et ça, on va y revenir parce qu'avec Tara Océan, j'étais à Roscoff il y a quelques jours pour discuter avec eux, pour exploiter les résultats de Tara. On a fait plusieurs tours du monde. On ramène des milliers d'échantillons et on a, en séquence d'ADN, on mesure des ARN 16S, hein, c'est notre jargon à nous, en petits eucaryotes, donc des petites cellules qui sont des levures ou des champignons, on a peut-être de quoi trouver peut-être 1 million d'espèces nouvelles. On en connaît 2 aujourd'hui. Alors on me dit, tu vois, l'océan est très riche. Je dis oui, mais prenons les mêmes méthodes sur un sol. Et là, on a explosé le système. On a travaillé quelques jours sur un sol. Effectivement, on va trouver dans les sols des millions d'espèces nouvelles. Donc combien d'espèces avec tout? Peut-être 20 millions aujourd'hui, on en connaît 2. Donc il reste un énorme travail à faire, bien sûr. Vous allez voir que le climat influe beaucoup sur l'évolution de ces espèces. Troisième écosystème, ben, c'est nous. Voilà, ça c'est quoi? C'est un tube digestif de bébé humain à la naissance. On a tous ici, les garçons et les filles, été bébés humains à la naissance. On est passé par là. Et quand on regarde ce tube digestif avec des collègues de l'INRA, on a fait un séquençage d'ADN dans ce tube digestif de bébé. On a trouvé de la place pour un peu plus de 2000 espèces de bactéries et on en connaît 480. Donc sur un écosystème aussi proche de nous alors qu'il est au sein de chacun d'entre nous, on ne connaît même pas le quart des espèces.
Donc imaginez un fragment de sol de forêt tropicale ou l'océan au large, bien sûr. Donc beaucoup de connaissances à acquérir, et c'est là que le challenge, surtout pour un président de muséum d'histoire naturelle, est compliqué, parce que je regardais, depuis 15 ans, ça ne bouge plus, on décrit à peu près entre 16 000 et 18 000 espèces nouvelles par an, dont 10% de marines. Donc on en connaît 2 millions, allez, supposons qu'on en ait 20 avec nous, 20 moins 2, ça fait 18. Au rythme actuel, il nous faut 1000 ans. 1000 ans pour simplement décrire les espèces qui sont encore avec nous. Au rythme actuel où elles s'en vont, on aura perdu la moitié à la fin de ce siècle. Donc voilà le challenge que je vous donne ce soir, hein, et vous allez voir que le climat est très impactant là-dessus. Il y a un papier qui sort en 2004 qui a fait beaucoup de bruit, de John Thomas aux États-Unis, où il dit que, lié au dérèglement climatique, on va perdre à peu près 1 million d'espèces. On n'en connaît que 2 aujourd'hui. Alors bien sûr, ça a été beaucoup discuté parce qu'on me dit, et à juste titre, comment vous pouvez décrire des trucs alors que vous ne savez pas combien d'espèces il y a aujourd'hui, hein, donc ça peut être discutable. Mais c'est ramené en proportion, c'est intéressant. Et ce climat est une des 4 raisons de l'érosion de la diversité biologique. Donc c'est intéressant ceci parce qu'un bébé humain met 2 ans à stabiliser sa flore. On est tous passés par là, on a mis 2 ans. Comme on est issu d'un papa et d'une maman, le brassage de gènes est extrêmement efficace, cette reproduction sexuée, pour que chacun soit unique. Chaque bébé issu, c'est le cas chez l'humain, d'une maman et d'un papa, est unique. Même s'il a des frères et sœurs, même les jumeaux vrais ne sont pas exactement des copies. Ce qui veut dire que chaque humain étant unique, vous bombez le torse, hein, je suis unique, vous êtes unique, avec vos propres bactéries. Et sur les 2000 espèces décrites, on en connaît 500 connues, on en échange 2 à 2. Vous, madame et moi, on en a environ 180 en commun. Pareil, entre toutes les deux aussi, vous en avez 180 en commun. Et tout ceci pour vous montrer qu'on est dans un système incroyable de régulation. Et si ces maladies nouvelles apparaissent chez l'humain aujourd'hui, c'est parce que justement, ces bactéries changent. Et on avait une idée avec mes amis médecins, avec Jean-François Toussaint, ça serait de retrouver à Paris quelque part, on aurait peut-être trouvé l'Institut Pasteur d'ailleurs, un bébé humain congelé, un tube digestif de bébé humain, et on referait le même, en 1940, et on referait le même travail de séquençage. Ça ne serait pas du tout pareil. Pour montrer comment, en 60 ans, 70 ans, nos bactéries ont complètement changé, liées à nos modes de vie. Beaucoup trop d'antibiotiques, traitements à tort et à travers, qui ont profondément modifié la susceptibilité de l'humain vis-à-vis de l'extérieur. Alors voilà, la biodiversité, souvent c'est ça. C'est joli, espèces triées, là j'ai choisi des très jolies. Expédition en Guadeloupe, c'était en janvier 2012, il y a 3 ans, on est en 2015, il y a 3 ans. Et là, on a une 50aine de chercheurs. On travaille sur les plages que vous connaissez beaucoup d'entre vous. Hein. Vous allez vous mettre les fesses sur la plage pour aller vous baigner dans la mer proche. En Guadeloupe, de 1 ou 2 mètres sous vos fesses, là sur le sable, vous avez ça. On a des très jolies espèces, et souvent on dit c'est ça la biodiversité. C'est un catalogue d'espèces parce qu'il y a des jolies, mais il peut très bien y avoir des moches aussi. Hein. Et ça c'est intéressant parce que vous montrez que la relation de l'humain avec la biodiversité. On montre des beaux trucs, c'est sympa, c'est beau, donc je veux le sauver. Et quand on me dit effectivement, des hommes politiques me disent on n'a pas beaucoup de sous, on ne sauve que ce qui sert à quelque chose. Je suis incapable de vous dire ce soir ce qui va servir à quelque chose. Je vous rappelle qu'un des plus beaux prix Nobel, celui de Timothy Hunt en 2001, il découvre la molécule clé du cancer, qui en fait sont 2 protéines, une cyclase et une kinase et une cycline. Il trouve ça grâce à l'étoile de mer. Ça ne se bouffe même pas, l'étoile de mer. On l'aurait jeté à la poubelle. Hein. Et bien, grâce à l'étoile de mer, on découvre la molécule clé du cancer. Donc tout est comme ça. C'est moche. Regardez celui-ci. Quelle chance il aurait eu au hit parade de ce qu'on allait sauver. Il s'appelle le rat taupe nu. Il vit dans des terriers au Kenya. Et c'est des collègues médecins à la Pile-Salpêtrière qui un jour m'appellent, me disent « Gilles, est-ce que tu connais le rat taupe nu ?» Je dis « Oui, je le connais, je sais qu'il existe. Hein. » Il me dit « Est-ce que tu sais élever le rat taupe nu ?» Je dis « Non, mais bon, si tu veux, on peut essayer. » Parce qu'on découvrait, les médecins découvraient à l'époque, il y a 10 ans, que cet animal n'a jamais de cancer. Jamais. C'est un rongeur qui vit 50 ans. Les rongeurs vivent très peu de temps, les souris ou les rats. 50 ans. Génial. C'est un fabuleux modèle pour la recherche médicale. Avec la tête qu'il a, il n'avait aucune chance d'être sauvé, ce truc. Hein. Donc c'est pour vous montrer que soyons prudents sur ces choix a priori. Et voilà pourquoi vous me comprendrez que je suis beaucoup plus un défenseur, moi, d'écosystèmes, de milieux que d'espèces. Alors ça, c'est le hit parade des moches, c'est le plus moche, dit-on, le poisson globule.
Ce truc, il a été inventé par des humains, des généticiens qui ont inventé le chat le plus moche de la Terre. Hein. Et vous avez des femmes, ou des types d'ailleurs, hein, qui vont payer 2000 € ce chat. Il n'a plus de poils, en plus il a un caractère impossible. Hein. Il mord tout le monde. Et bien on l'a bricolé pour plaire aux humains. Donc vous voyez que les critères de choix peuvent être très discutés et discutables. Alors voilà, en fait c'est ça la biodiversité. Voilà. C'est plus ces catalogues d'espèces à point bleu, à point jaune. La biodiversité c'est ça. Et l'humain est depuis toujours dedans. En plus, pour un Frenchman, s'il n'a pas son fromage, son pinard et son pain, il n'existe plus. Hein. C'est vrai pour les Frenchwomen aussi, d'ailleurs. Hein. Donc ça veut dire que c'est ça la biodiversité, en fait. Hein. Donc on arrête de me faire des catalogues. J'étais à la Fondation Total cet après-midi et je disais des gens qui proposaient des programmes de recherche sur l'Antarctique en faisant des catalogues d'espèces. Non, la biodiversité, c'est beaucoup plus intéressant et compliqué qu'un seul catalogue ou un seul inventaire. Alors on prend la vache. Hein, donc sur 2 millions d'espèces, on a retenu la vache. Parce qu'elle s'élève bien, elle est sympa, elle est gentille, elle accepte les humains, elle fait du lait, elle fait du cuir, elle fait de la chair pour faire des steaks, et puis on s'est mis à élever des vaches. Et c'est un drame écologique aujourd'hui, les vaches. Hein. 1,5 milliard de vaches sur la Terre, c'est beaucoup trop. Mon discours est clair aussi, hein. Pas devenir végétarien, ce n'est pas mon discours, mais il faut manger beaucoup moins de viande et beaucoup moins de poissons, pour qu'on aille beaucoup mieux. Non pas la planète, mais nous, hein, quand on me dit vous voulez sauver la planète, je disais à la ministre il y a quelque temps, pas celle-ci, la précédente, je dis mais elle s'en fout la planète qu'il y ait des humains dessus. Hein. Ce n'est pas son problème. Hein. C'est le bien-être de l'humain sur la planète en fait qu'il faut qu'on gère, qu'on ne soit pas trop en mal-être demain. Alors l'histoire commence dans l'océan, dont je vous disais il y a à peu près un peu moins de 4 milliards d'années. C'est une image très émouvante, c'est le plus ancien fossile que l'on ait à Paris, au Muséum. C'est une colonie de bactéries d'Australie, daté à 3,45 milliards d'années. C'est le plus ancien fossile que l'on a. Voilà, il y avait du vivant dans l'océan qui commence à produire la photosynthèse. C'est quoi? C'est dans de l'eau. Sans eau, ça ne marche pas. Voilà pourquoi l'eau, c'est la vie. Dans de l'eau, vous récupérez la lumière du soleil, c'est gratos, hein, c'est le cadeau des dieux. Le CO2 qui nous embête tant aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire. Et en échange, vous produisez deux choses magiques. Vous produisez de l'oxygène qui va saturer l'océan et un jour en sortir. La vie pourra sortir de l'océan. Et des sucres. Hein, vous démarrez le système du vivant comme ça. Et puis je vous ai mis la même que j'aurais pu ramasser dans une flaque d'eau tout à l'heure en venant ici. Voilà. En arrivant tout à l'heure, le taxi m'a laissé devant la porte. Là, dans le caniveau, j'ai ramassé un peu d'eau, on a regardé, et des cyanobactéries dedans. Et comparez-les, elles ont presque 4 milliards d'années de différence. Hein. Elles se ressemblent beaucoup. Alors après, bon, je vais passer rapidement les bactéries, les cellules à noyaux, et puis après la pluricellularité, où ces cellules s'agrègent pour faire des tissus, des organes et des individus. Et le dernier élément essentiel dans l'océan, on est à peu près vers 1,5 milliard d'années, c'est la sexualité. Le sexe, c'est génial, vous en savez quelque chose, mais c'est très compliqué. Et une question qu'on pose souvent d'ailleurs au muséum, c'est comment la nature a-t-elle toléré les mâles? Ça ne sert à rien. Il y a plein d'animaux qui se débrouillent très bien sans mâles. Hein. Il y a des amphibiens, des poissons, beaucoup d'insectes, il n'y a que des filles. Et de temps en temps, hop, ça va mal, il fait trop chaud, trop froid, c'est trop acide, hop, les mâles apparaissent. Et c'est Claude Combes, que j'aime beaucoup, qui est un des grands généticiens français, qui est un vieux monsieur maintenant, qui est à Perpignan, qui a écrit un très beau livre en 2001 sur les interactions, où il dit, en fait, ma seule réponse à la question, c'est que c'était la seule façon que la nature a trouvée pour nous débarrasser de nos parasites. Oui, c'est pas très glorieux pour les mâles. Hein. Mais les mâles existent pour ça, parce que quand vous avez effectivement un individu qui est parasité, s'il fait que des filles, de filles à l'infini, il n'aura jamais les gènes pour répondre. Si on fait un brassage de gènes avec un garçon et une fille, on trouvera de nouvelles protéines, de nouveaux gènes, de nouvelles protéines, et on pourra se débarrasser de nos parasites. Oui, c'est pas très glorieux pour les mâles, hein, mais c'est comme ça. Les filles, elles arrivent toutes seules. Les garçons tout seuls, ça ne fait pas grand-chose. Alors, cette histoire de la vie a été très mouvementée. Ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Donc, des gens qui détractent nos questions actuelles me disent « Attention, votre climat qui change, il a changé. Il a énormément changé dans le passé. » Je vous ai mis ici une image de la grande crise d'extinction entre le Permien et le Trias, il y a à peu près 252 millions d'années. On voit qu'il y avait énormément d'espèces. On prend ici les ammonites ou bien les oursins. Il y a une très grave crise à ce moment-là qui est liée à des émissions de CO2 énormes. Il y a un énorme volcanisme dans ce qu'est la Sibérie aujourd'hui. La température augmente de 6 degrés. Ça nous rappelle des choses par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. L'oxygène s'effondre dans l'océan et dans l'air. Et on voit des espèces qui s'éteignent assez vite probablement et qui mettent du temps à repartir. Vous voyez qu'il a fallu quand même un certain temps pour que les ammonites retrouvent de nouvelles formes. Et les oursins, ça a été fantastique puisque un genre et 2 espèces passent de l'ère primaire à l'ère secondaire. C'est le rat de la culotte. Hein.
On est sur un système où les oursins vont quasi disparaître. On en connaît 700 différents aujourd'hui. Et tous les 700 actuels viennent de ces deux qui passent, il y a 252 millions d'années, de l'ère primaire à l'ère secondaire. Donc n'oubliez jamais quelque chose de fondamental. Si on est là ce soir, tous ensemble, à discuter, c'est plaisant, on échange, c'est parce qu'il s'est passé des événements avant nous. Toute histoire est la suite d'histoires antérieures. Et ça, c'est ce qu'on appelle la contingence en évolution. C'est quoi la contingence? C'est un fait qui peut se produire ou pas se produire. Par exemple, je ne sais pas, il y a une souris qui va traverser la salle tout d'un coup ici, ça aurait très bien pu pas se produire. Ça s'est produit et vous allez dire, voilà, le soir de la conférence de Gilles Boeuf, j'ai vu une souris qui traversait l'amphithéâtre ici du musée de Monaco, ici à Paris, de l'amphithéâtre ici. Et tout est comme ça. La contingence, c'est intéressant, mais dès qu'un événement qui aurait pu ne pas se passer se passe, il change tout. Hein? Et ça veut dire ceci, que nous sommes toujours la résultante d'une histoire antérieure. Et si on est là ce soir tous, c'est parce qu'un dinosaure en fait à point bleu a rencontré une femelle à point rouge il y a 150 millions d'années quelque part dans ce qui allait devenir l'Europe. Donc toujours gardez ça en tête. Hein. Alors ici, c'est pour vous montrer que ces crises ont été fantastiques. Ça, ce sont les séries géologiques accumulées après la grave crise du tertiaire, hein, secondaire-tertiaire, ce qu'on appelle le KT, sur des kilomètres de sédiments, ici en Inde centrale, hein, dans le Décan, accumulés par ce volcanisme intense. Et ça, par exemple, quand on montre ça, on me dit, voilà une crise d'extinction. Ce n'est pas du tout une crise d'extinction. Regardez un petit peu. Il y a du monde là. Hein. Ce n'est pas une crise d'extinction. Ça vous montre simplement qu'il y a des époques où vous avez énormément d'espèces. Et puis la crise entraîne un effondrement. La définition, c'est au moins les 3/4 des espèces dans l'océan et sur les continents qui disparaissent sur un temps court. Et c'est là qu'on a du mal avec la classe politique. Je me rappelle, avec le député de Perpignan, on discutait souvent de ça, parce qu'il aimait bien aller à la pêche, et il me disait, voilà, un truc très vieux, ça a au moins 100 ans. Et là, on est sur des fossiles qui ont 33 millions d'années, puisqu'il avait un morceau de bois fossile qu'il avait ramassé. Et c'est un vrai discours avec nos concitoyens. Comment on leur fait sentir cette notion de temps? Il y a deux notions essentielles en évolution qu'il faut bien avoir en tête, c'est la notion de temps et la notion de hasard. Il n'y a aucun dessein intelligent. Ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête récemment quand je lisais que 43% des gens qui votent républicains aux États-Unis sont créationnistes. C'est dramatique. Il y a un dessein. Même des gens en France, je ne dirais pas qui pour ne pas les marrir, mais il y a des scientifiques français, j'entends encore récemment, qui disaient c'est trop bien organisé pour qu'il n'y ait pas quelque chose derrière. Non, ce n'est pas comme ça l'évolution. Ce n'est pas contre la religion avec, c'est que simplement, on ne mélange pas les deux. Je vous parle de contingence tout à l'heure, avec un événement qui aurait pu se produire, qui ne s'est pas produit, ou qui s'est produit alors qu'il aurait très bien pu ne pas se produire, et qui va modifier le système. Et le deuxième aspect, c'est le temps. Il faut bien voir que des choses qui sont totalement improbables pour un mathématicien finissent par se passer parce que nos temps sont gigantesques. Moi, je jongle avec les millions d'années et les milliards d'années. Je ne me rends pas trop compte de ce que c'est, hein, je ne suis pas meilleur que vous là-dessus. Hein. C'est quoi, dans ma petite tête, là, 1 million d'années ou 1 milliard d'années? Mais sur des temps aussi longs, l'événement finit par se produire. Alors, tout ceci nous amène à l'état actuel, où un travail ici en 2009, publié par une série de chercheurs, nous dit, voilà, il y aurait des limites à la planète. Et l'article qui va sortir vendredi, il faut que cette nuit je le lise pour qu'on fasse un article dans Le Monde demain, il sortira vendredi, et cet article reprend ceci et nous dit, voilà, on a mis en place un système de réflexion qui nous montre que la planète a des limites pour l'humanité. Donc ils ont pris le dérèglement climatique, on va y venir, on a pris l'acidification de l'océan, on va en parler, le trou dans la couche d'ozone, les cycles du phosphore et de l'azote sur les champs, ici l'usage de l'eau douce, de l'eau potable, et système agricole, ici la pollution atmosphérique, ici la pollution des rivières et des mers. Et en gros ici, la biodiversité qui s'en va. Et il montre que quand on est déjà en rouge, c'est déjà très important. Il faut rapidement qu'on s'en préoccupe. Et je vous rappelle l'histoire ici des moments de Tunisie, il y a quelques années, où on a vu des réfugiés arriver massivement sans trop savoir quoi en faire. Donc il y a le climat, effectivement, qui se dérègle, et il y a les questions politiques de système qui vont obliger des gens aussi, soit pour des raisons géopolitiques, soit pour des raisons climatiques, ou souvent l'influence des deux, à bouger. Ma jeune fille, tout à l'heure, à Madagascar. Alors, ceci, c'est un papier sorti dans la revue Nature. On est en mars 2011, et là, on lance le cri d'alarme. Est-ce qu'on n'est pas en train, nous, l'humain, de mettre en place les conditions d'une 6e grande crise d'extinction? Ça, c'est le vrai débat. Tout à l'heure, j'en parlais avec la télévision monégasque, là. Alors, ce n'est pas les mêmes crises que celles du passé. Hein. D'abord, première remarque sur les crises du passé, c'est extrêmement
lié à plein de facteurs en même temps. C'est jamais un seul facteur qui explique une crise. Il y a un mélange de tout. Et en ce moment, la question qu'on peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, s'il y avait une sixième crise, ça serait l'humain et ses animaux domestiques. Il faut toujours voir l'humain avec ses animaux domestiques. L'humain n'est jamais tout seul. Il a ses vaches, ses cochons, les poulets, et ça pose des problèmes dramatiques. Hein. Il y a plus de biomasse de vaches sur la Terre que de biomasse d'humains, je vous le rappelle quand même. Hein. Et ces vaches, elles posent des problèmes dramatiques, avec des gens qui ne les mangent même pas. En Inde, on a des vaches, on ne les bouffe pas. À Madagascar, ils ont des vaches. Pour montrer qu'on est puissant, on a des femmes et des vaches. Voilà, c'est comme ça. Et puis, en fait, elles posent des problèmes. Elles occupent beaucoup de place sur les champs. Elles mangent des végétaux. Et ces champs utilisés pour faire des vaches seraient beaucoup plus productifs en végétaux que les humains pourront consommer. On est 7 milliards. Demain, on sera 9. C'est une vraie question, ceci aussi. Consommation de viande, c'est vraiment un problème. Les Français mangeaient il y a 50 ans à peu près 50 kilos de viande par Français et par an. Voilà. Et on est monté à 104, et là on va redescendre aux environs de 85. C'est largement 120 aux États-Unis, hein, avec tous les problèmes de santé qui sont liés à ça, hein, les maladies cardiovasculaires qu'on peut évoquer, et les coûts environnementaux de production du steak. Je vous rappelle aussi qu'un steak de vache dans votre assiette, par kilo de steak, c'est 15 000 litres d'eau. Hein, tout à l'heure, je vous disais le problème, effectivement, de l'eau potable sur la planète. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Première raison, on détruit et on pollue. D'accord. Deuxième raison, on surexploite. Exemple des forêts tropicales ou des pêches maritimes, on en a souvent parlé ici. Troisième raison, dissémination d'espèces qui deviennent invasives. Je vous ai mis ici un petit alexandrium qu'on adore, c'est un petit dinoflagellé, une petite algue marine, hein, une petite microalgue, qui vit dans l'eau de mer partout. Ben, quand on l'embête, elle produit une toxine qui tue un humain en 20 minutes. Alors, beaucoup plus de respect après pour ce petit organisme, bien sûr. Hein. Je vous ai mis ici des Legionella dans des cuves de pétroliers géants, les fameuses proliférations d'algues ici en Méditerranée. Cette microméduse a envahi la mer Noire il y a maintenant 30 ans et pose des problèmes dramatiques, justement, de masse de microméduses dans un milieu dans lequel elle n'existait pas auparavant. Et la troisième raison qui va nous occuper jusqu'à la fin de la conférence, c'est le climat. Le climat qui change. Et le climat qui change dans l'océan, ce n'est pas que la température, c'est aussi la remontée du niveau de l'océan. Donc vous avez vu qu'il y a quelques mois, le GIEC a publié sa synthèse, tous les 4 ans, hein, et ils nous disent, sur 100, 120 ans, la température moyenne de la planète a augmenté de plus 0,85 degrés. Vous me direz, mais c'est que dalle, ça, 0,85 degrés, c'est rien du tout. Sauf que sur les derniers 20 000 ans, bon, en gros, l'humain arrive à trouver des conditions climatiques intéressantes vers 21 22 000 ans, de nous aujourd'hui, et en 20 000 ans, on a gagné 4 degrés. 4 degrés en 20 000 ans, et là, en 100 ans, 1 degré, presque 1 degré. Donc c'est intéressant. Encore une fois, je dis souvent aux gens, c'est pas tellement la température augmente, après tout, ça s'est toujours produit. C'est la vitesse du changement qui nous préoccupe. Hein, c'est l'accélération. Si on prend les séries à 10 ans sur le climat, sur la température de l'air et de l'océan depuis les années 1900, chaque 10 ans qui passe est plus chaude que la précédente. Et ça se somme en permanence. Alors après, on pourrait dire, oui, mais après tout, qu'est-ce qui vous prouve que c'est sous influence de l'humain? C'est une vraie question. Simplement, c'est l'accélération qui nous préoccupe. Ça ne s'est pas produit dans le passé, et aujourd'hui, il faut de très mauvaise foi pour dire que l'humain n'y est pour rien, puisqu'on voit avec l'augmentation de la population humaine, exactement liée les émissions de CO2, hein, qui nous empoisonnent tant aujourd'hui. Et le CO2, non seulement, il a son effet de gaz à effet de serre, donc il augmente la température en gardant cette température sur la Terre, dans l'eau et dans l'air, mais en plus, lorsqu'il se dissout dans l'océan, le tiers à peu près, il augmente l'acidité de l'océan. Et on est dans un cruel dilemme, hein. Soit la température augmente trop, sur l'océan, ça s'édifie plus. Et ça, c'est un vrai problème, ça. Donc, on va parler du climat. Alors, quelles sont aujourd'hui les grandes plaies de la crise écologique? Voilà. D'abord, le climat. On va parler de ça ce soir. Deuxième raison, le productivisme agricole. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'il faut produire pour l'humain, c'est clair, dans des conditions où on voit sans arrêt augmenter les quantités d'abord d'eau, deuxièmement de pesticides, d'insecticides sur les champs, pour finir par empoisonner les gens. Récemment, quelqu'un me disait, mais vous exagérez, empoisonner. Regardez la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. On a empoisonné les sols, on a empoisonné les eaux douces, on a empoisonné le littoral. Et un vieil ami pêcheur, il en pleurait récemment. Il ne peut plus vendre ses langoustes. Il me dit, mais quand ça va s'arrêter? 30 ans, 40 ans, 100 ans, avant qu'on puisse éliminer cette chlordécone. Une molécule minable inventée par des gens minables dans une petite entreprise aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, mise sur le marché sans réflexion, mais totalement non biodégradable et qui nous pose des soucis terribles en toxicité.
Problème de la pénurie d'eau potable, évidemment. Grave problème. Les pêches, on en a parlé, donc elles s'épuisent. La forêt s'en va toujours en morceaux. La biodiversité s'effondre. Et puis surtout, ces produits toxiques que j'évoquais à l'instant sont disséminés partout. On parle souvent ici dans cet amphithéâtre des continents de plastique. Ce sont pas des continents. Le terme est très mal choisi, on ne débarque pas dessus avec un drapeau. Hein. C'est une accumulation dans l'océan. On en connaît au moins 5 aujourd'hui, 2 dans le Pacifique, 2 dans l'Atlantique, 1 dans l'océan Indien, chacun grand comme 2 à 6 fois la France, d'accumulation de microparticules de plastique. Et tout le monde en bouffe, bien sûr. Hein. Et les collègues me disaient récemment en Californie, au moins 40% des poissons pêchés dans l'océan Pacifique ont l'estomac rempli de matière plastique. Et vous mangez ces poissons et vous mangez des plastiques, bien sûr. Alors, voici une belle image pour vous montrer un peu les problèmes. Nous sommes à Madagascar. Et là, vous survolez de Tananarive à Machaanga. C'est 1h15 de vol à peu près. Et vous ne survolez que cela. Les humains trouvent Madagascar il y a à peu près 2000 ans. On trouve Madagascar, la grande île. On est recouvert de forêt à peu près à 92%. On retrouve les pollens, on a les traces de la forêt ancestrale. Dans les années 50, on a 50% de la forêt. Aujourd'hui, 12%. 12% de la forêt malgache, aujourd'hui, est toujours avec nous. Et les lémuriens ne vivent que là. 110 espèces de lémuriens. C'est une très jolie image, elle est prise, Nadia, du grand propithèque couronné, qui s'accroche à son arbre. Pour combien de temps il aura encore son arbre? 80% des lémuriens sont menacés d'extinction à court terme. Ils ne vivent qu'à Madagascar, je vous le rappelle. Ça, c'est l'arbre du voyageur si célèbre. Hein. Voici l'île de Sainte-Marie. C'est de là que vient l'arbre du voyageur. Il est dans tous les jardins botaniques du monde aujourd'hui, cet arbre. Hein. C'est tout ce qui reste. Il est parti. Tous les arbres ont disparu. Deuxième image, on part maintenant en Indonésie. Nous sommes dans les jungles du Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo. Là, vous voyez que cette forêt est très dense. Il reste encore de très beaux coins de forêt. J'ai eu la chance de tomber sur une femelle de tigre. C'est fabuleux, il en restait 24 tigres dans la région où on était. C'est à Sumatra, ceci. Hein. Donc, une femelle de tigre, une photo, voilà. Et puis, bien sûr, nos orang-outans qu'on adore. On va démarrer dans quelques semaines, dans 3 semaines, l'exposition Grand Singe au Muséum. Venez, hein. On parlera des orang-outans, des gorilles, des bonobos et des chimpanzés. Avec ce grand mâle ici dans la forêt. Toute cette forêt, 88 millions d'hectares partis, transformés aujourd'hui en huile de palme. Donc, vous voyez que, autant au bassin du Congo, pour avoir les mêmes images qu'en Amazonie, que dans ces grandes îles de l'Asie, la forêt s'en va. Une forêt très riche en nombre d'espèces, bien sûr. Hein. Alors, bien sûr, on a fait des travaux, et là, il ne faut pas être grand clair, hein, ni spécialiste, pour dire que la biodiversité est beaucoup, beaucoup plus basse dans les zones de palmiers à huile que dans les zones de forêt ancestrale, de forêt primaire. Donc, une vraie question qui est posée ici. Mais il faut la prendre sérieusement, pas en écolo, en disant c'est lamentable, il faut arrêter le palmier à huile. Il faut parler avec les Indonésiens, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Nous, on donne beaucoup de leçons alors qu'on a fait des massacres chez nous. Hein. C'est avec eux réfléchir quel serait leur développement économique. Le palmier à huile est extrêmement rentable. La même surface de palmier à huile produit beaucoup plus d'huile que n'importe quelle autre plante produisant de l'huile. Il faut regarder les qualités de l'huile, bien entendu, par rapport à des oliviers, tout ce que vous voulez, ou du colza ou autre chose. Mais réfléchir sereinement avec eux, avec du palmier à huile qu'ils vont forcément produire, c'est une de leurs richesses, par rapport à de la forêt tropicale qu'il faut absolument protéger. J'aime pas trop le mot conserver parce qu'on ne conserve pas le vivant. Ou alors on conserve sa capacité à évoluer, parce que plus on conservera tel quel, plus on va se planter. Hein. Parce que le dérèglement climatique, il va falloir que les espèces répondent à ce dérèglement. Donc il faut protéger. Alors ça c'est des images Fall of the Wild qui nous montrent effectivement que tout fout le camp. Hein. Ici ils ont calculé simplement la biomasse des humains sur la Terre. Il y a 10 000 ans, quand l'humain s'arrête de bouger et invente agriculture et élevage, nous représentons, avec nos animaux domestiques, 0,1% de la biomasse des animaux de la planète, des mammifères de la planète. Aujourd'hui, nous sommes à 90% de la biomasse des mammifères de la planète. Donc ils ont pesé toutes les souris. J'adore qu'on paye des mecs pour faire des manips comme ça me plaît beaucoup, moi, en chercheur fondamental. Hein, toutes les musaraignes, toutes les baleines, on a tout pesé, on a simulé ça, on a eu un chiffre. Et dans ce chiffre-là, les mammifères domestiques, donc les vaches, toujours les cochons, hein, mes copines, là, les moutons, les chevaux, les chiens, les chats, et les humains font 90% de la biomasse. Évidemment qu'on est impactant quand on me dit c'est pas si grave, on est 90% de la biomasse. Donc, et ça sur 10 000 ans, vous voyez comment ça évolue extrêmement vite aujourd'hui. Alors on montre que l'humain, tout part en morceaux, hein, dans l'océan, sur les continents.
dans les eaux douces. Et en fait, c'est là qu'on commence à réfléchir à une question, c'est que, bien sûr, on va étudier l'impact du dérèglement climatique sur la biodiversité. On prendra quelques exemples tout à l'heure, pourquoi ça impacte. Mais à l'inverse, n'oublions jamais que la biodiversité qui diminue, ces forêts qui sont parties. Ce plancton qui s'effondre dans l'océan affecte aussi le climat. Ça marche dans les deux sens. Et plus on perd la diversité biologique, et plus le climat se dérègle. Donc c'est un cercle vicieux. Hein. Le climat contribue à assécher les espèces, à les faire se diminuer, et les espèces qui s'en vont contribuent encore plus à dérégler le climat. Donc on est vraiment sur un système sur lequel il faut vraiment qu'on se penche pour finement réfléchir. Alors voici les travaux du GIEC, hein, donc ça c'est ce qui a été travaillé depuis pas mal de temps. On montre qu'on travaille depuis 2000 ans ou depuis 10 000 ans, on voit que ce climat, la température s'est envolée depuis une époque très récente. C'est ça en fait qui nous fait fortement penser, plus que penser, nous persuader que l'humain a bien un rôle sur le dérèglement climatique. Ceci est fortement lié aux émissions de CO2, bien entendu. Hein. Et puis ici, on a fait des simulations, c'est ce que fait le GIEC dans son dernier rapport et dans les rapports antérieurs. On simule les températures à l'horizon 2030, 2040, 2050 jusqu'en 2100. Donc cette température qui change, autant dans l'océan que sur les continents, nous préoccupe. Là, les chiffres récents, c'est 0,85 degrés sur le dernier siècle et des prévisions qui vont de 1,8 à 4 degrés avec 6,4 en maximum, si vraiment on n'arrive pas à gérer nos émissions de CO2. Ce qui fait que c'est intéressant. Et dans l'océan, dans la mer profonde, c'est 0,12 degrés en 30 ans. C'est considérable. Le profond est très affecté. Parce que le profond est très, très stable depuis très, très, très longtemps. La température qui va affecter des eaux à 3 km de profondeur, 4000 mètres, 5000 mètres, jusqu'à 10 000 mètres, qui changent un tout petit peu, vont être extrêmement impactantes sur les flores et les faunes de ces milieux particuliers. Et ici, ils ont modélisé récemment les vitesses de déplacement des espèces. Alors les arbres et les plantes, ils ont du mal. Un arbre, il ne sort pas ses racines comme ça pour aller se balader, ça c'est aller plus loin. Il faut qu'il fasse ses graines, que le vent les dissémine vers le nord, dans l'hémisphère nord, et qu'ils suivent l'évolution. On a fait des schémas, je vais vous montrer, où ça marche assez bien en altitude, le système des arbres, ça ne marche pas très bien en déplacement au sol. Les plantes ont du mal, les rongeurs vont un peu plus vite, les primates et ceux qui galopent sont les mollusques dans les eaux, et puis les carnivores qui arrivent à faire ici à peu près 60 km tous les 10 ans, vers le nord dans l'hémisphère nord, et vers le sud dans l'hémisphère sud. Donc comment on modélise la relation entre le climat qui change et la capacité des animaux ou des plantes, ou des micro-organismes, ou des champignons, à bouger avec le climat qui change pour rester en adéquation avec leur milieu optimal de température. Alors, le métabolisme est affecté, le développement, la croissance, la reproduction, les élévations sexuelles, je vais en parler à l'instant, les espèces invasives, les migrations. La théorie métabolique nous montre qu'en fait, quand la température augmente, les temps de vie larvaire en mer sont plus courtes. Vous savez que souvent en mer, il y a des animaux qui sont sessiles. C'est tout lié au milieu marin. Un animal marin peut être comme un arbre. Un corail ou une éponge, il est comme un arbre. Une fois que la larve s'est dispersée, s'est fixée, il ne bougera plus. Donc il est vraiment comme un arbre dans sa capacité à résister et à réagir. Et ça, c'est très typique du milieu marin. Ça n'existe pas sur les milieux continentaux où les animaux bougent, se déplacent. Hein. Et c'est là qu'on voit très bien que si la température augmente, on va réduire le temps de dispersion des larves. Et donc, ils iront moins loin. On va changer les cartes de répartition des espèces. Les questions également, bien sûr, de dispersion, de maladies. La température qui augmente favorise les maladies, de précipitations, de sécheresse, d'inondations ont été beaucoup travaillées. Alors voici ici un schéma qui vous montre les relations entre le vivant et la température. Vous voyez très bien qu'il y a de tout. Hein. Le vivant est comme ça. Le vivant est incroyablement plastique. Moi, je travaille en biologie depuis que je suis tout petit. À 8 ans, moi, je savais que je serais chercheur en biologie. Donc ça fait un certain temps que je fais ça. Je suis toujours aussi fasciné. Sans dessin intelligent, on est bien d'accord, hein, c'est comme ça. Donc on peut être émerveillé sans qu'il y ait un dessin derrière. Hein. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est de voir que sur la température, vous avez des espèces qui adorent le froid. On les appelle ici, ces espèces, elles sont psychrophiles. Elles adorent vivre. Vous avez des bactéries qui vivent dans des glaces en Antarctique à moins 80 degrés. Elles sont très à l'aise. Ou au sommet de l'Himalaya, par exemple. Hein. Et puis, elles adorent le froid. Le froid est intéressant parce qu'on se rend compte que vous avez des espèces animales comme des œufs de papillons, les petits vers que sont les nématodes, hein, et puis mon petit tardigrade de tout à l'heure, là, sont capables de supporter une immersion dans de l'hélium liquide. L'hélium liquide, c'est 7 degrés Kelvin. Ça veut dire que c'est plus 7 par rapport au zéro absolu de l'univers. C'est quasi le zéro absolu. On ne peut pas être plus froid que ça dans l'univers. Et bien, il supporte. Et puis, on le décongèle, et puis, s'il y a une copine, il lui fait des bébés, mon tardigrade, là.
Donc ça veut dire qu'ils sont capables de supporter des températures correspondant au zéro absolu. Vers le haut, au début on avait dit, 100 degrés c'est fini, puisque de toute façon il n'y a plus d'eau liquide, c'est de la vapeur d'eau. Non, vous avez des bactéries dans les sources hydrothermales qui peuvent monter à 120, 130 degrés. Donc la température est capable de... limite le vivant bien sûr, n'empêche que vous avez une plage qui va de... La température absolue sur la Terre la plus basse, naturelle, c'est moins 89 en Antarctique. Et vous avez de la vie de moins 89 jusqu'à plus 50 au centre d'un désert en Asie par exemple, ou dans la vallée de la mort aux États-Unis. Et dans les sources hydrothermales, ou les sources des geysers du Yellowstone, vous avez des bactéries capables de vivre, ou des archées, largement plus de 100 degrés dans l'océan, ça c'est clair, puisque l'eau est toujours liquide grâce ou à cause de la pression, bien sûr. Donc vous avez les très froids, vous avez les mésophiles, ça c'est vous et moi, c'est l'intermédiaire, on vit entre moins 2 et puis plus 30, voilà, les humains ils sont là. La température idéale pour un corps humain tout nu, c'est 26 degrés. C'est là que vous êtes le mieux. Pas habillé, c'est parfait. 37, c'est très mauvais. L'humain à 37, c'est beaucoup trop chaud. Prenez votre bain, vous verrez à 37, c'est super chaud déjà. Donc c'est 26 tout nu. Donc soit si vous voulez vivre bien, sans habits, vous trouvez une île du Pacifique perdue, où vous avez 26 degrés tout le long de l'année, et là vous serez parfait tout nu, ça va très bien se passer. Ici à Paris, on s'habille, ce matin on s'est habillé, pas parce qu'on n'est pas beau tout nu, c'est pas ça de nous pour ça, mais on a un comportement de thermorégulation. En fait, on s'habille pour nous isoler vis-à-vis du milieu extérieur. Et puis on l'a fait à une époque, quand on n'avait plus de poils, on a fauché les poils des autres, et on a commencé effectivement à faucher les poils, les animaux à poils. Et quand vous avez une grosse doudoune en eider, en canard du Nord par exemple, eh bien vous avez très chaud parce que vous utilisez les capacités d'isolation de la fourrure ou des plumes de mon canard ou de mon renard polaire. Donc, et vous avez les chauds, alors vous avez les thermophiles, ils sont entre 50 et 100, et vous avez maintenant les hyperthermophiles qui adorent le super brûlant. Si vous prenez un bain à cette température-là, ne le faites pas ce soir, parce que vous ne serez plus là demain. Donc vous avez des espèces vivantes. Moi j'ai cultivé à un moment des bactéries qui venaient des grands fonds océaniques à 96 degrés. Je ne peux pas les mettre à 100 parce que j'avais plus d'eau à 100 degrés à une atmosphère terrestre. Et bien à 96, elle est très à l'aise. Elle me faisait des lipases, des enzymes qui m'intéressaient beaucoup, très bien, tranquillement. Donc tout existe en fait. Là c'est des bactéries dans la glace antarctique à moins 80 degrés. Et là, vous avez des bactéries dans des fumerolles de volcans, ici, dans une île qui sort de l'océan, à des températures qui peuvent dépasser 100 degrés. Alors, la température est extrêmement importante sur les vivants. Pourquoi? Parce que c'est le facteur qu'on appelle abiotique, qui n'est pas lié au vivant, le plus évident. Tout le vivant est lié à la température. Soit vous la thermorégulez, comme vous et moi, donc vous allez être à 37, c'est génial, c'est génial. Vous avez des capacités adaptatives merveilleuses. Mais ça nous coûte en fait une énergie démente. On bouffe tout le temps en fait, on bouffe tout le temps et on respire énormément d'oxygène parce qu'il nous faut de l'énergie pour thermoréguler à 37 degrés. Puis des fois ça varie un petit peu. Il y a les rythmes de la menstruation chez la femme, la vieille méthode des températures chez vos grands-mères. Les mamans avaient déjà la pilule, mais les grands-mères avaient effectivement ces méthodes-là. Vous avez la fièvre aussi qui est intéressante à regarder, mais on est thermorégulé. Et bien l'océan était assez fascinant parce que vous avez des zones dans l'océan mieux thermorégulé qu'un corps humain, et avec aucune énergie de dépenser. Vous avez des zones en Antarctique où vous avez l'eau de mer toute l'année. En plein hiver, il fait moins 0,5 degrés, et puis en plein été, il fait moins 0,2 degrés. Voilà. Et donc, vous avez des espèces qui vivent là. Toute l'année, elles ont la température du milieu extérieur, donc elles sont mieux thermorégulées que vous et moi, avec aucune énergie à dépenser. C'est génial. Et voilà pourquoi on a eu la surprise, en Antarctique, de découvrir des zones avec énormément d'espèces. Parce que c'est ultra froid, il n'y a rien. Non, ce n'est pas vrai du tout, il y a énormément de choses. Parce qu'ils ont un milieu qui est extrême. Ils aiment le froid, ce sont les psychrophiles que j'évoquais tout à l'heure. Alors, vous avez mis ici un oursin qui se développe, donc ici, 0 degré, 10 degrés et 25 degrés. Vous voyez que la courbe est complètement dépendante. Plus il fait chaud, plus il va vite. Et ça va aller de 30 heures ici à 120 heures pour le même animal. Donc cet oursin, la larve est mobile. La température contrôle le temps de vie larvaire. Une fois qu'elle est fixée, elle ne bouge plus. Donc ça ne fait pas des kilomètres dans sa vie. Et vous avez pire que ça, vous avez du corail, vous avez bien sûr des anémones, une fois qu'elles sont sur un bout de rocher, n'en bougent plus. Des éponges aussi, bien sûr. La température est très importante là-dessus. Voici mon petit chouchou, le tardigrade que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est mon chouchou absolu. Lui, il vit dans la température la plus basse qui puisse exister dans l'univers, c'est même pas sur la Terre. Il vit du zéro absolu jusqu'à... Il va haut, il va à des températures très élevées. Et ce petit nounours à 8 pattes, il est génial. Quand ça ne va pas, il perd sa tête. Ouais, il perd ses pattes.
Et puis il s'installe tranquille comme une graine. Et il passe des siècles. Peut-être des millénaires, je ne sais pas, on pourrait regarder. Hein. Il passe des siècles en stand-by, il attend. L'eau revient, la bonne température revient, et hop, on refait une tête, on refait des pattes, on trouve une copine, on s'en occupe et on a gagné. Et ça, c'est assez fascinant. Et ça, c'est un truc tout simple, ça vit dans les mousses, ici, dans les flaques d'eau. Hein. Tout le monde s'en fout des tardigrades. Ils sont géniaux. Ce n'est pas l'éléphant d'Afrique ni la tortue, hein, mais c'est des animaux qui sont absolument fascinants. Moi, ils m'émerveillent chaque fois que je vois une petite tardigrade. C'est tout petit, ça fait 2 mm ou 1 mm. Hein. Mais à la binoculaire, ils sont magnifiques. Des nounours à 8 pattes, vous imaginez un peu. Et il y en a partout. Et ils ne demandent rien à personne. Ils étaient là bien avant nous, et croyez-moi, ils sont là bien après nous. Alors la température joue sur le sexe aussi. Alors ça, c'est un sacré problème. Alors chez l'humain, bien sûr, ce n'est pas le cas. Nos bébés ne sont pas différents, garçons ou filles, selon qu'on les lève en Antarctique ou en Arctique. Hein. En plus, chez l'humain, ça c'est génial, le 37 degrés chez les mammifères, chez les oiseaux. La température contrôlée du corps de la maman contrôle aussi la température du bébé, bien entendu. Et d'ailleurs, chez les oiseaux, le problème, c'est au moment de la naissance. Hein, quand la maman va couver ses œufs, donc elle amène sa chaleur corporelle, elle perd ses plumes sur son ventre pour passer la chaleur à l'œuf. Parce que l'œuf, il est dehors, hein, il ne thermorégule pas, l'œuf, il ne sait pas faire ça. Ça, c'est une question qu'il faut que vous ayez en tête aussi. Et souvent, je piège mes étudiants comme ça. Je leur dis, voilà, je vous prends ici un morceau de chair, hein, je ne sais pas moi, de la cuisse, vous voulez, n'importe quoi, hein, ou du cerveau, non pas le cerveau, la cuisse ou le ventre, et je le mets dans une boîte de pétri en culture. Quelle est la température de votre morceau? Tous 37, pas du tout. La température de mon morceau dans une boîte de pétri, c'est la température ambiante, hein, c'est comme un papillon, c'est comme un champignon. 37 degrés chez l'humain, c'est la résultante d'un travail de tout le corps entier, pas d'un fragment de corps humain. La température contrôlée a été inventée par les dinosaures, après les oiseaux, mais les oiseaux sont des dinosaures, hein, ça il faut le dire clairement, les oiseaux sont les dinosaures actuels, ils n'ont pas disparu, les dinosaures sont les oiseaux. Et les mammifères ont une température constante. Donc super intérêt, on va partout, gros désavantage, on bouffe une énergie qui est absolument démente pour garder la température constante. Et bien chez les crocodiles, ici en l'occurrence, la température détermine le sexe. Ah c'est compliqué ça. Donc sur la température, ça est très bien travaillé chez les alligators, chez les caïmans et chez les crocodiles, vous voyez que si on fait que des filles, que des garçons, que des filles, ce qui veut dire ici que si jamais cette température change trop, eh bien on va aller vers des systèmes où il n'y aura plus de garçons ou plus de filles. Et ça s'est produit en Argentine, c'est des petits poissons qui s'appellent les reyes, ce sont des petits poissons, tout à fait dépendant de la température pour le sexe, et on a des cas, il n'y a plus que des filles ou plus que des garçons. Alors que c'est que des filles, encore, elles peuvent se débrouiller toutes seules, mais s'il n'y a plus que des garçons, c'est sacrément embêtant. Et là, on va vers des extinctions d'espèces qui sont liées au fait que la température contrôle le sexe, et donc va modifier les systèmes. La maman alligator qui va pondre calcule son système, hein, et quand elle met ses œufs dans son nid, elle sait à l'avance comment la température va se répartir pour qu'elle ait 50% de filles et 50% de garçons. La croissance pour les animaux marins aussi est tout à fait dépendante de la température. Je vous ai mis une truite fario ici. Vous voyez qu'elle ne grandit pas sous 4 degrés, elle ne grandit pas au-dessus de 19 degrés, et vous avez une température qu'on appelle le préférendum thermique. À 14 degrés, c'est idéal pour la truite. On a trouvé son préférendum thermique. Plus elle aura un long moment de l'année 14 degrés, et mieux elle grandira. Donc le développement larvaire est influencé par la température, la croissance aussi, et aussi la reproduction. Donc une énorme infinité d'espèces, les bactéries, bien sûr, les virus, les champignons, les protozoaires, les plantes, et l'immense majorité des animaux n'ont pas de température contrôlée. Les mammifères, oiseaux et les grands dinosaures ont une température contrôlée. Alors voilà un schéma intéressant fait par l'école de l'INRA. Il nous montre ici que c'est des arbres ici dans l'est de la France. Ils savent bien les arbres qu'il faut qu'ils migrent. Donc on a fait un modèle en rouge calculant le chemin que doivent faire les arbres, soit en altitude ici, soit en distance. Et vous voyez que ça marche bien en altitude. Les arbres ont monté en France de 100 mètres sur 30 ans. Ça a marché. Ils n'arrivent pas à faire la distance en terre. Il faudrait qu'ils bougent ces arbres. Ils ne peuvent pas rester là. Il va faire trop chaud. Mais un arbre, il ne bouge pas comme ça en fait. Le modèle, ils auraient dû faire ça. Ils n'ont fait que ça. Donc vous voyez que ça c'est inquiétant parce qu'on peut avoir deux interprétations de ce genre de résultats scientifiques. Où on me dit, bah, écoute, ça y est, où est ton problème? Ils sont déjà adaptés. Ou bien pire que ça, je dis, ils n'ont pas eu le temps de faire la route. Et ça risque demain, effectivement, d'amener à des problèmes qui seront assez conséquents. Alors les espèces invasives aussi sont tout à fait liées à la température. Ici, on est en Méditerranée, notre Méditerranée, qu'on aime tant. Celui-ci, c'est un petit annélide, un petit ver, en fait, qui... Alors lui, il fait une différence entre envahisseur et invasif. L'envahisseur était effectivement déjà là avant, mais il se met à proliférer. L'invasif,
il est alien, il vient d'ailleurs, en fait. Il a été introduit, puis il se met à proliférer. Alors lui, en fait, c'est typiquement un envahisseur. Il était là avant, mais très très rare il y a 100 ans. Il y en a partout aujourd'hui. Et ceux-là, par contre, sont des vrais invasifs. Ils sont rentrés par le canal de Suez, poussés par la chaleur qui augmente en mer Rouge, et par la chaleur de la mer Méditerranée à l'est qui augmente beaucoup. Ils traversent le canal de Suez, plusieurs centaines d'espèces, hein, et s'installent en Méditerranée. Ici, l'huître du Pacifique, des étoiles de mer, des crevettes, ici, bien sûr, s'installent. Ceux-là, ils sont venus par Gibraltar, ils arrivent du golfe de Guinée, ils suivent les côtes africaines, et puis ils se mettent à rentrer en Méditerranée par Gibraltar. La coryphène, hein, Michel, qu'on n'avait jamais vue chez nous en Méditerranée, depuis 4-5 ans, la coryphène, on la trouve en mer Méditerranée en France. C'était l'espèce qu'on connaissait en Martinique, en Guadeloupe, qu'on connaissait très bien aussi dans l'océan Pacifique. Les barracudas sont là depuis une trentaine d'années. Et puis ceux-ci sont amenés par des pétroliers géants qui ballastent de l'eau de mer et qui transportent des tas de choses très dangereuses quelquefois, hein, comme des bactéries, des microméduses ou ici des microalgues très toxiques, avec les fameuses colérepas dont on a beaucoup parlé aussi. Alors, quelques cartes qui ont été faites, ça c'est les poissons en Méditerranée aujourd'hui, donc on fait des cartes et on se rend compte que plus on va vers l'est, moins il y a d'espèces, c'est assez normal, puisque les poissons, avant qu'il y ait un canal de Suez, ils pouvaient rentrer que par Gibraltar. Hein. Donc ils arrivent de l'Atlantique, ils s'installent en mer Méditerranée, et on voit qu'il y a beaucoup d'espèces dans la Méditerranée ici, beaucoup plus ici qu'à l'est. Et on modélise le système pour voir comment ça va se passer avec le changement climatique, avec le dérèglement climatique. Et là, on voit que ça va beaucoup changer. Et la Méditerranée, pour nous, est un gros problème. Parce que sur l'Atlantique, qu'est-ce qu'on voit? Les espèces vont vers le nord. Les anchois montent vers le nord, les lançons montent vers le nord, les grands thons montent vers le nord, dans l'hémisphère sud vers le sud. En Méditerranée, c'est très embêtant. Quand vous habitez ici, là, comment vous trouvez la sortie? Donc on voit aujourd'hui que s'accumulent des espèces ici, nord de la mer Adriatique, et puis quand ils sont là, qu'est-ce qu'il faut faire là? On va mettre des pancartes, hein. C'est pas la route, vous vous trompez. Retournez sur vos nageoires et allez me retrouver la sortie par Gibraltar. C'est un sérieux problème en Méditerranée parce qu'ils ne vont pas pouvoir sortir de la mer Méditerranée quand la température va augmenter. Et la Méditerranée, on a augmenté de 1 degré par ici sur 30 ans, on a 3 à 4 degrés ici à Chypre, avec toujours quelques espèces qui passent par le canal de Suez ici. Donc on est vraiment sur un système très préoccupant pour la mer Méditerranée. Alors ben, ça, c'est un travail qui est fait grâce à sciences participatives. Hein. Là, on a utilisé, dans le bon sens du terme, des citoyens pour nous aider. Là, 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation. Comment ça m'aurait coûté à leurs chercheurs hein, de faire ce boulot-là. Hein. Nous, on peut travailler là-dessus, bien sûr, hein, ou pour le monde politique. Comment ça coûterait? Ben, grâce à ces gens-là, qui différemment de nous sont partout et tout le temps, on a pu démontrer, en 18 ans, que nos papillons avaient fait 114 km vers le nord et nos oiseaux 33 km. Et c'est intéressant parce qu'on sait que pour 1 degré de plus, ils devront faire 250 km vers le nord. Ben ça, pour un oiseau, ce n'est pas trop compliqué. Pour un petit nématode gros comme ça va poser des problèmes. Hein, pour qu'il fasse 250 km vers le nord, ça va être compliqué pour lui, bien sûr. Hein. Et le deuxième drame que ça pose, c'est que souvent, il y a un découplage entre la proie et le prédateur. Il y a un très beau travail publié chez la mésange, où elle a fait le chemin, mais les chenilles qu'elle mange, quand le bébé naît, n'a pas pu faire le chemin. Donc quand les oisillons naissent, il n'y a rien à bouffer. Elles sont restées en arrière. On a eu l'inverse aussi pour des papillons qui ont migré plus vite, et ils sont rendus là, alors que l'oiseau est encore beaucoup trop au sud pour le trouver. Donc vous voyez que tout ça est extrêmement intéressant et préoccupant, et ce n'est pas facile, bien sûr, à prévoir. Mais là, vous avez un joli exemple de ce qu'on appelle les sciences participatives. Hein. Je dis souvent, le muséum, c'est 2000 personnes, dont 1000 en recherche. C'est 30 000 citoyens français qui tous les jours nous appellent parce qu'ils ont vu une hirondelle, ils ont ramassé leurs raisins, ils ont ramassé une prune, ils ont vu quelque chose d'intéressant, et on le note, on archive, on synthétise, on restitue. Séduire, c'est facile, hein, mais fidéliser, c'est autre chose. Il faut qu'ils restent avec nous en permanence, et pour ça, il faut qu'ils y trouvent leur compte, bien sûr. Voilà, alors la ville, pour terminer sur ces questions du climat qui change, c'est aussi très préoccupant. Et ça, c'est important pour le monde politique. Je vous ai mis une carte thermique de Paris ici en 2003. Je vous rappelle la vague de 2003, 15 000 morts en France. La vague de 2010 en Russie, 100 000 morts. On n'a pas parlé en France, tout le monde s'en foutait, c'était des Russes. Hein. Mais 100 000 morts en Russie en 2010. Hein. On voit les blés d'Ukraine qui brûlent. 2 degrés, 3 degrés de plus que d'habitude. C'est effectivement une canicule qui se produit sur tout le mois d'août 2003. Et là, on a fait des cartes thermiques sur Paris, ça c'est génial. C'est vrai pour toutes les villes de France. Tout ce qui est bleu, là, c'est les températures les plus basses. Il peut y avoir 7 à 8 degrés entre le bleu et le rouge.
Le rouge, c'est du pur béton. Ça veut dire que dans les villes, si on ne ramène pas de la biodiversité et de la verdure en ville, les moments de canicule seront terribles. La température va beaucoup plus augmenter sur du béton pur qui emmagasine pendant la journée et qui restitue pendant la nuit que dans des zones d'arbres, en fait. En Chine, en ce moment, ils me disaient on a eu jusqu'à 12 à 13 degrés d'écart entre des parcs au sein de villes gigantesques. Hein. La Chine, récemment, j'étais à Wuhan, ils me disaient Wuhan, oui, 3 petits villages qu'on a accolés. Chaque petit village, 6 millions d'habitants. Bon, d'accord. Et j'étais à Shenzhen, près de Hong Kong. J'ai une amie qui était passée par là à Shenzhen il y a 28 ans. Elle me disait que c'était 3000 pêcheurs. Aujourd'hui, c'est 17 millions d'habitants et demain 50. Donc on est sur des échelles absolument incroyables. Et eux, les cartes thermiques, ils connaissent en fait. Hein. Donc ramener de la diversité effectivement en ville, non seulement pour ramener des pollinisateurs, ramener du bien-être pour l'humain, mais aussi ces aspects de température. Et mes grands ennemis aujourd'hui, en dehors de ce béton partout, c'est ça. Ça, c'est ma grande cible, hein, les parkings de supermarchés. C'est une horreur en France, et je le dis clairement pour le monde politique. Hein. On travaille beaucoup avec Montpellier en ce moment, ils vont supprimer des kilomètres carrés de parking à Montpellier, on va tout supprimer, plus de parking de supermarchés, et on fera des trous dedans, pour que quand il pleut, on n'ait pas l'inondation dans le supermarché, effectivement. Et ça, on a fait ça inconsidérément. Il faut bien voir qu'en France, on perd l'équivalent d'un département français en surface tous les 7 ans en artificialisant les sols pour des trucs aussi inutiles que les parkings du supermarché. Vous voyez que ça reprend toutes ces questions aussi et ramener la trame verte et bleue qu'on connaît bien ici. Hein. Puis avec tous les envahisseurs qui arrivent, hein, des virus, des bactéries, et puis des bestioles assez inquiétantes. Ici, c'était la punaise qui transmet la maladie de Chagas au Brésil et en Bolivie. Et ici, c'est le moustique tigre, hein, qui est super abondant maintenant à Monaco. Hein. Et je vous rappelle qu'il porte un tas de trucs. Il porte des encéphalites, des virus, et il porte aussi le chikungunya. Et il s'installe, il est partout tranquillement. Hein. Il est en Camargue. On n'aura pas de paludisme en France. On a beaucoup travaillé là-dessus avec les collègues de l'IRD. Il n'y aura pas de palud, mais le chikungunya, oui. Et puis demain, il sera à Paris. Donc cette chaleur qui augmente le conserve. Pensez au métro. Le métro, c'est un endroit génial pour les moustiques. Hein. Il y a 30 ans, des moustiques rentrent dans le métro. Et puis, le métro, c'est génial. Il fait chaud toute l'année. Il n'y a pas d'hirondelles pour les bouffer. Pas mal. Et il y a des mètres cubes de sang humain à pomper. Alors, on a regardé, on a fait des images, c'est génial. Ils sont sous le siège. Hein. Ils ne sont pas n'importe où, ils sont sous le siège. Alors, les filles qui viennent en mini-jupe, ou les types en short, ça marche très bien. Elles sont piquées sur les mollets, vous verrez toujours, et sur les chevilles. Ici. Je vois quand elles sortent du métro, elles ont des chevilles comme ça. Là. Ah, j'ai été piqué par des moustiques. Alors, ce qui est fabuleux, on a fait ça à Londres, c'est qu'on a découvert dans le métro londonien, sur 30 ans, 2 nouvelles espèces de moustiques, le métro de la ligne 10 et le moustique de la ligne 2. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés là-dedans, il n'y a plus aucun croisement. Pourquoi ils sortiraient dehors? Attendez, dehors, ils se font bouffer par les hirondelles, il fait super froid l'hiver, ils sont restés là. Et puis maintenant, ils sont tellement séparés des autres, ça veut dire que ça peut aller très très vite. Hein. En 30 ans, 2 nouvelles espèces qui ne se croisent plus, c'est la définition d'une espèce, avec sur l'extérieur, se sont installées dans le métro à Londres. Alors on cherche les mêmes à Paris, maintenant on va les trouver. Hein. Vous avez des blattes, vous avez des souris, vous avez des rats, vous avez un tas de trucs qui sont installés, effectivement. Donc voilà comment l'humain perturbe les systèmes. Mais ne jamais considérer la ville comme un lieu sans biodiversité, c'est pas vrai. Il faut la ramener en ville, ne serait-ce que pour ces questions de température. Ça, c'est super important pour les hommes politiques, hein, c'est très très important. Et deuxièmement aussi, pour amener du bien-être. Il y a un très beau travail fait par des médecins anglais, publié en 2009, où ils nous disent, au sein d'une grande ville britannique, c'est pareil en France, les 30 dernières années de vie d'un humain sont tout à fait changées si vous avez accès régulièrement à un grand parc au sein de la ville. Vous n'avez pas les mêmes maladies, vous n'avez pas les mêmes problèmes psychologiques. On le sent plus ou moins, mais il fallait le démontrer scientifiquement. Hein. Et on se rend compte aussi que vous avez des tas de choses qui se produisent quand vous êtes effectivement en relation avec du vivant au sein d'une grande ville. Et surtout, et ça pour des hommes politiques c'est fondamental, vous gommez grâce à ces parcs les inégalités sociales pour des gens qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc c'est vital de ramener de la biodiversité en ville. Le pH, quelques mots pour terminer. Ce pH, il n'avait jamais changé depuis pratiquement 35 millions d'années. Puis il a baissé sur un siècle de 0,1 unité. Il change absolument tout, donc sur le squelette du corail, sur les coquilles de coquillage. Regardez, la courbe, elle est effarante. Hein. Voilà le pH sur 25 millions d'années. Et ici, depuis un siècle. Voilà, ça s'est effondré. Donc alors, l'océan ne sera jamais acide, mais il s'acidifie en permanence. Ça, c'est grave, parce que le vivant, on l'a vu, c'est assez bien se débrouiller avec la température. Il ne faut pas qu'elle change trop vite, la température. Mais avec l'acidité, elle ne sait pas trop faire, parce que ça ne change pas, normalement, l'acidité.
Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, on s'est rendu compte que, avant l'ère industrielle et aujourd'hui, les taux de CO2 dans l'atmosphère sont totalement corrélés avec, bien sûr, la dissolution dans l'eau de mer et l'acidité qui change. Et ça, c'est très, très, très préoccupant. Alors ça va jouer, bien sûr, sur des problèmes de... C'est récent, en fait, on travaille dessus depuis 10 ans là-dessus. Hein. L'océan pourrait devenir corrosif pour certaines espèces, lesquelles vont s'adapter, lesquelles ne vont pas s'adapter. C'est des vraies questions qu'on se pose en permanence. Et on se rend compte que si jamais on continue comme ça peut entraîner des pertes financières de 40 à 400 milliards d'euros par an. Je vous rappelle que si les pollinisateurs disparaissent, ça se produit en Chine, des zones de Chine où il n'y a plus d'abeilles, on a fait le calcul en main-d'œuvre, il n'y a que les femmes qui bossent. Les femmes font le boulot des abeilles, donc elles appellent ça marier la vanille, par exemple. Hein. Donc on va couper un segment de plante pour que la partie mâle et femelle se rencontrent. Travail que fait le pollinisateur, ça coûterait 180 milliards d'euros par année, si demain on doit faire le boulot des abeilles. Et ces abeilles, elles s'effondrent partout pour différentes raisons. Donc tout ça, c'est du bon sens. Et l'écologie, ce n'est pas une question de parti politique. Mais pas du tout. C'est ni de droite ni de gauche. C'est du bon sens pour l'humain, pour garder son bien-être, tout simplement. Alors oui, où on garde le CO2 dans l'atmosphère, bon, mais il fait plus chaud. Où on le dissout dans l'océan, on augmente l'acidité. Donc la question est vraiment posée, effectivement. Hein. Voilà, donc pour terminer, simplement quelques questions sur ces relations dans l'autre sens. On a vu que le climat influe sur le vivant. Maintenant, la perte du vivant influe sur le climat, sur l'océan. Donc on a modélisé les flux de carbone ici, avec les forêts, bien sûr, qui s'en vont, puis aussi l'usage du charbon et du pétrole. On a regardé comment ceci se répartit dans l'atmosphère et dans l'océan. Et puis ensuite, on a regardé les relations entre ce CO2 et les modifications du plancton dans l'océan. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on se rend compte que c'est extrêmement relié. Ça veut dire que le CO2 qui se dissout, qui acidifie l'océan, modifie le phytoplancton qui diminue, et en retour, lui, modifie la capacité de l'océan à absorber le CO2. Donc va augmenter encore les effets des gaz à effet de serre. Donc c'est très très vicieux comme cercle, et il faut absolument qu'on en sorte. Ici, on a modélisé les systèmes. Le problème, c'est que les modèles actuels des physiciens tiennent compte que de quelques parties du plancton, pas tout le plancton. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on fait aujourd'hui. On avance, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est idem ici pour ce dérèglement climatique, bon, sur le phyto en général. Donc, on voit s'appauvrir les biomasses de phytoplancton dans l'océan, et donc un impact négatif sur la capacité de l'océan à absorber le carbone. Et puis ici, on voit les travaux qui ont été faits sur des émissions, effectivement, avec les diméthylsulfures, on va diminuer les effets toxiques si on maintient un océan moins acide qu'aujourd'hui. Et ça va contribuer à augmenter encore le réchauffement de la planète si on n'arrive pas à gérer ces questions particulières. Voilà, donc question, pourquoi il faut qu'on conserve la biodiversité avec nous? Il y a plein de raisons. Hein. Parce qu'elle répond au changement, la biodiversité. Je prends un exemple, un seul, en agriculture. En Inde, en 2007, une dramatique virose, une maladie du riz, qui déclenche le nanisme du riz. Ce virus tue les plantes de riz. Une famine terrible, surtout en Inde et également dans les pays riverains de l'Inde. On devra tester, tenez-vous bien, 6300 variétés de riz pour trouver dans une vallée perdue de l'Himalaya une variété de riz qui résiste parfaitement au virus. Et ce riz, il fait 100 000 km² de rizières en Asie. C'est ça la biodiversité. Pourquoi elle est là? Pourquoi autant de trucs qui existent aussi compliqués que ça? Parce que c'est la réponse au changement. La sélection, c'est ça en fait. Hein. Ça veut dire que le jour où vous avez un changement encore jamais vu, vous n'avez pas dans ce qui est là la réponse. Il faut trouver quelque part, dans un coin paumé, la réponse à votre changement. Et c'est là que l'humain, et surtout l'agriculteur, doit conserver cette diversité au sein des espèces d'intérêt économique. Deuxième question, c'est bien sûr, je vous disais, on est la biodiversité, on ne bouffe que ça, hein, donc il ne faut pas qu'elle s'en aille, on coopère qu'avec ça. On montre que cette biodiversité augmente la productivité. Demain, il faut absolument, au niveau agricole, faire de la polyculture. Fini les hauts rendements de riz ou de maïs ou de blé. Plusieurs plantes en même temps. Ensuite, on réagit beaucoup mieux aux envahisseurs et aux invasifs. On joue un rôle dans les équilibres fantastiques. Le corail à Sumatra, dans le grand tsunami de 2004, 300 000 morts. Le récif corallien a explosé sous les vagues géantes de tsunami. Sans le corail,
ça aurait été 3 millions de morts qu'on aurait eu de l'Inde à la Malaisie en passant par comment dirais-je, la Thaïlande et puis l'Indonésie. Donc cet équilibre qui s'était établi longtemps entre le corail et ses vagues géantes a joué un rôle fondamental et a protégé l'humanité. Gestion intelligente pour un développement soutenable. L'éthique aussi, une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi on accepterait de perdre la moitié des espèces vivantes sur 2 siècles? Ça n'a pas de sens. Pourquoi moi j'ai eu le droit au dauphin de Yangtze et ma petite fille n'aura jamais le droit au dauphin de Yangtze? C'est une vraie question. On me dit, bon, on s'en fout au dauphin de Yangtze. Je ne savais même pas qu'il existait. Ouais, moi je veux bien, n'empêche que mon dauphin de Yangtze, il avait inventé un fabuleux système de sonar qu'on a paumé quand en 2007, le dernier dauphin du Yangtze-Kiang, on l'a laissé partir. Dans la différence générale, ça ne fait pas le 20 heures, hein, une plante qui disparaît à Madagascar hier soir. Peut-être que dans cette plante, il y avait une fabuleuse molécule anticancéreuse. La valeur économique, alors je finis toujours par l'économie, parce que comme les gens sont convaincus que par ça, il n'y a que ça qui marche, hein, 40% de toute la valeur de l'économie mondiale repose sur la biodiversité. Et enfin, les questions de biomimétisme, aller chercher dans la nature de l'inspiration pour répondre à des questions que la nature a déjà résolues. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut protéger ça? Ça, c'est le travail des ONG. On dit espèces remarquables, pas du tout. La nature n'a pas inventé des espèces remarquables. Elle a fait des espèces. Nous, on peut les remarquer, c'est un peu différent. Hein. Nous, on veut sauver le vrac. J'ai même mis exprès une puce, vous voyez, un peu ici, là. Hein. Il faut sauver ça, en fait, pour que tout continue à marcher. Donc, défendre beaucoup plus les milieux que les espèces. Tout ça lié à une espèce qui pullule ici. Hein. Ça, c'est la plage chez moi au mois d'août. Alors ça, on s'appelle Sapiens. Hein. Regardez. Là-dedans, il y a des Belges, il y a des Allemands, il y a plein de Hollandais, et il y a beaucoup de Parisiens. Et tous, ils vont économiser 6 mois à Paris pour venir se tremper à 18h22 dans la même eau remplie de streptocoque fécaux, je ne vous raconte pas le niveau, hein, sans mesurer le système. Et bien ça, c'est la joie de Homo sapiens. Ça me met dans des abîmes de réflexion, effectivement, hein, parce que c'est le but. Je vais à la plage à Argelès. Argelès, c'est 10 000 habitants l'hiver, 700 000 à la fin du mois de juillet. Intéressant quand même ceci. Hein. Pensez-y un petit peu. Hein, parce que c'est nous qui nous sommes appelés sapiens. Hein. Alors qu'on a appelé des espèces férox, atrox, horribilis, nous on s'est appelé sapiens. Intéressant. Voilà, donc la deuxième question, c'est en dehors des espèces qu'il faut effectivement garder avec nous. Et la vraie question, elle est là, c'est est-ce que nos écosystèmes aujourd'hui marins et continentaux ont la capacité à réagir à la fois en résistance à l'agression et en résilience à la manière de Cyrulnik. C'est la résilience, c'est le retour à partir d'une grave agression à un certain équilibre plus ou moins proche de l'antérieur. Mais il faut les deux. Donc on va résister à l'agression, puis après on va résilier. Si on détruit le système, bah, par exemple ici on a fait un bel amphithéâtre, la nature qui était là avant elle est partie, on l'a détruite. Donc elle ne peut pas résilier puisqu'elle n'existe plus. Donc on va résister puis résilier. Et c'est ça la vraie question aujourd'hui pour les écologues. Est-ce que notre nature aujourd'hui, dans les villes, dans les forêts, dans l'océan, est capable d'absorber, d'encaisser le choc des agressions pour résilier demain? Et on sait qu'aujourd'hui, on a fait switcher à peu près la moitié des écosystèmes de la planète. Risques sur les régions rurales ou urbaines, je vous laisse lire. Hein. Ce qui veut dire que les risques vont être différents dans les campagnes et dans les villes. Et ça a été beaucoup étudié en ce moment dans le rapport du GIEC, avec les prévisions par le monde politique en place de l'adaptation au dérèglement climatique et aux pertes de biodiversité. C'est très à la mode en ce moment, c'est pas inintéressant. Donc on n'a pas les mêmes problèmes selon qu'on est à la campagne ou selon effectivement qu'on est à la ville. Et ça, c'est beaucoup discuté en ce moment et beaucoup travaillé. Je vais passer là-dessus. Voilà, je finis là-dessus. Ça, c'est donc le système actuel des assureurs qui nous montre les primes qu'ils versent en ce moment. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que tout ça est lié aux activités humaines. Hein. Les incendies au Portugal ou en Australie sont totalement liés au développement de l'agroforesterie. Hein. On ne sait pas gérer les forêts, ça brûle. Et ça m'a beaucoup intéressé, c'est l'île de Sein. Mars 2008, tempête du siècle. Ok, on note, le dérèglement climatique peut-être, pas sûr, hein. Tempête du siècle. Et puis vous lisez les journaux d'avril 2014, retempête du siècle. Alors là, ça me pose un problème parce que, je dis, écoutez, 2 tempêtes du siècle en 6 ans, c'est un peu inquiétant quand même. Hein. Et le maire vous dit, peut-être qu'on devra évacuer l'île de Sein. Elle est à 1 mètre, l'île de Sein. Et là, on n'est pas à Kiribati, on est en France. Hein. Donc vous avez ces incendies, bon, bien sûr le tsunami de Fukushima, ça c'est clair, hein. Mais tout ça est ou non lié du tout aux activités humaines, ou totalement lié aux activités humaines, et ça c'est intéressant qu'on s'y pense pour y réfléchir. Comment on va aussi nous être capable de résister et de résilier. Et voilà.
aujourd'hui les prévisions faites par l'Agence européenne de l'environnement sur les migrations de l'humain en relation avec le dérèglement climatique et en relation avec les pertes de diversité biologique en termes d'eau potable, de tempêtes ou d'inondations, d'insuffisance alimentaire et de migration de l'humain. Et je rappelle qu'ici, il y a 14 km entre Gibraltar et Tanger. 1 milliard d'humains en Afrique, on vient de dépasser le milliard d'humains, on prévoit 2 milliards en 2050, certains disent 3 en 2100, je ne sais pas comment ils vont faire, où ils trouveront l'énergie, 400 millions au Nigeria, vous voyez ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui? Donc de vraies questions qui sont posées aujourd'hui aux humains, qui doivent effectivement faire un peu plus attention. Et ma dernière image sera celle-là, question qu'on posait au Collège de France il y a quelques semaines. Finalement, la seule question, c'est ça, est-ce que l'humain peut s'adapter à lui-même, hein? On a posé 2 fois la question. Vous allez sur Internet, vous avez là, tout le colloque au Collège de France du mois de mai dernier. Et tout est là, en fait. Hein. Cette jeune fille, je ne sais pas, elle a 15 ans, elle fait ses courses en Namibie. Je ne sais pas où elle met sa carte de crédit, là, dans son pagne, je ne sais pas où. Et puis, elle achète de l'eau d'évian en bouteille de plastique qui relargue du bisphénol de type A, puissant perturbateur endocrinien, dans un pays où il tombe 3000 mm d'eau par an par endroit. Ce qu'on appelle la mondialisation. Et ça, j'adore celui-là. C'est un crâne qu'on avait trouvé dans un cimetière amérindien du nord-ouest canadien, près des îles de la Reine-Charlotte. Ils avaient vidé les tombes. Hein, et puis, Dame Nature a fait pousser de la mousse sur ce crâne. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. Alors, bien sûr, j'ai gratouillé, je gratouille toujours tout le temps. Hein. Ça grouille de collemboles, de petits tardigrades, comme tout à l'heure, de coléoptères. Mais l'humain qui est en dessous n'est pas trop capable de se rendre compte de ce qui se passe. Voilà, je vous remercie.